Monsieur Gabin Adjao, bonjour. Oui. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes juriste, privatiste et analyste politique. Oui. Alors, avec vous, nous allons essayer de revenir sur ce qui fait aujourd'hui l'actualité depuis le 6 juin au Togo. Mais avant d'aller en profondeur de l'actualité, nous allons revenir très rapidement sur l'intervention du ministre Gilbert Bahara, tout de suite même, sur New World TV. Oui. On attendait cette réaction officielle du gouvernement depuis le 6 juin. Enfin, elle est venue. Sauf qu'on ne l'a pas vue sur un média d'État, sur la TVT, mais on a vu Gilbert Bahara répondre aux questions du journaliste sur New World TV très rapidement. Selon vous, pourquoi a-t-il préféré un média privé à un média d'État pour parler d'un sujet qui concerne véritablement les Togolais? Oui, c'est vrai, on aurait souhaité quand même le voir sur peut-être la TVT ou encore l'écouter sur Radio Lomé ou bien Radio Kara. Mais il a préféré beaucoup plus intervenir sur New World TV. New World TV, on le connaît aujourd'hui dans le monde comme un média panafricain, média international du coup, puisque les sujets débattus aujourd'hui sont d'ordre beaucoup plus internationaux, c'est-à-dire le Togo est aujourd'hui sur l'échiquier mondial par rapport aux dernières échauffourées, aux derniers problèmes qui sont posés au pays. Du coup, il a jugé bon, à mon entendement, de se prononcer sur ces sujets-là, sur un média qui aura beaucoup plus d'audience sur le plan international, qui sera suivi sur le plan international. Et je pense, c'est ce que je crois d'ailleurs, que pour des sujets comme ça, d'une si grande importance, bon, il a besoin, la plupart du temps, c'est vrai, même notre chef de l'État, pour se prononcer sur des sujets d'actualité, des sujets d'ordre international ou bien national, il choisit beaucoup plus les médias internationaux. Même sa dernière intervention qu'il a voulu consacrer à une chaîne entre griffes nationale, il a fait par le biais de New World TV. New World TV n'est plus considéré, à mon sens, comme un média national ou bien un média togolais, mais c'est beaucoup plus un média international parce que, abritant même des compétitions internationales et revend même ces compétitions à d'autres médias. Le ministre a choisi sa cible. Oui, la cible, c'est une question de communication en fait. C'est une question de communication parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez quand même la sphère médiatique au Togo, c'est vrai que New World TV siège au Togo, mais ce n'est pas qu'un média togolais, puisqu'on parle des investisseurs qui viennent de part et d'autre et autres là. Donc aujourd'hui, on peut dire que le ministre a choisi de se faire entendre, non seulement sur le plan national, mais aussi et surtout sur le plan international, puisque... Mais la TVT est sur le bouquet canal. La TVT est plus intégrée dans les ménages togolais du nord au sud. Si on veut parler d'un sujet qui concerne vraiment les Togolais d'intérêt public, ne pensez-vous pas que si des gens veulent écouter notre... Et d'ailleurs, le Togo a interrompu France 24 et RFI. Donc, du coup, supposons que le Togo ne veut pas un relais international. Pensez-vous que si vraiment le ministre voulait parler aux Togolais, est-ce que c'est sur New World il devait y aller? Bon, c'est son choix en fait. Parce que moi, en tant que Togolais, j'aimerais bien voir le ministre se prononcer sur ces sujets-là d'une certaine importance sur la TVT, sur une chaîne nationale, pour que bon, les Togolais qui peut-être n'ont pas la parabole de New World TV puissent aussi avoir accès. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Il a voulu se prononcer sur New World TV pour avoir beaucoup plus une vue internationale, une chaîne qui a de l'audience. Il a choisi sa cible, tel que tu venais de le dire, il a choisi sa cible et c'est New World TV pour se faire entendre non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et vu la chaîne choisie, on peut dire qu'il a beaucoup plus choisi de se faire entendre sur le plan international que sur le plan national, parce que sur toute l'étendue du territoire national togolaise, c'est pas toute la population qui a quand même accès
à New World TV, alors que TVT, même avec un écran cathodique, on peut avoir accès quand même à cette chaîne-là, ou bien Radio Lomé, il suffit juste de tourner le bouton de sa radio pour avoir accès quand même à l'information. Mais aujourd'hui, on peut voir que le ministre n'a pas dérogé à la règle du fait que même son chef, c'est-à-dire le président du conseil aujourd'hui, s'il veut se prononcer, il aime beaucoup plus se prononcer à travers les médias internationaux ou bien les presses écrites internationales. Donc aujourd'hui, on voit que la cible est bien choisie, c'est-à-dire faire une communication à l'international, se faire entendre à l'international sur des sujets aujourd'hui qui, on peut dire, minent quand même la sphère politique togolaise. Parfait. Nous allons rentrer dans le sujet. Le ministre a sommairement abordé les sujets. Peut-être que, en tant que journaliste, je l'aurais entendu plus en profondeur sur les sujets. Sur le cas Amron, on a vu que le ministre n'a pas été vraiment précis. Ça, c'est ce que j'ai fait comme analyse. Sur le cas Amron, le ministre sous-entend que, après avoir arrêté l'artiste, on a supposé que son cas ne méritait pas vraiment une poursuite judiciaire. Donc, on a dû l'interner. Quand vous écoutez ça? Oui, écoutez, je pense que le ministre Bahoré est beaucoup plus dans une communication politique. Il est beaucoup plus dans une communication politique. Et moi, en tant que juriste, je ne parlerai pas d'arrestation d'Amron. Je dirais plutôt qu'il a été enlevé. Il a été enlevé parce que quand on parle d'arrestation, c'est que la procédure a été suivie de bout en bout. Il y a un mandat d'arrêt quand les policiers se sont présentés chez lui à la maison. D'ailleurs, ça devait être une heure réglementaire. Ça n'a pas été le cas. Et la manière dont il a été enlevé, pour moi, c'était un enlèvement tout sauf une arrestation. Parce qu'une arrestation, ça respecte les procédures. On a un mandat d'arrêt, on dit les raisons pour lesquelles on est en train d'appréhender quand même la personne. Encore qu'il a dit aussi que, on a vu qu'une procédure judiciaire ne devait pas être engagé contre l'intéressé et tout, mais je dis que là, il a tout faux en tant que ministre, il a tout faux parce que nous sommes dans un pays régi quand même par des lois et il faut faire les choses selon les normes. Donc aujourd'hui, Amron a été pour moi enlevé et dans les normes, si on lui reprochait quelque chose, on allait véritablement porter plainte et puis venir l'arrêter selon les normes, lancer une procédure judiciaire contre lui. Maintenant, celui-là qui a porté plainte, si il veut faire peut-être, s'il veut le relaxer, ou bien s'il veut éteindre son action à la justice, il suffit juste d'écrire un retrait de plainte et autres là pour que la personne soit relaxée. Mais vous prenez la personne comme ça, vous allez l'interner dans un asile entre griffes de fou, ce qui n'est pas du tout normal parce que pour interner une personne, il faudrait que les tuteurs, même si la personne est malade, si on peut le dire ainsi, même si la personne est malade, il faudrait à un moment que les tuteurs se prononcent, c'est aux tuteurs d'accepter et par procès verbal, on interne la personne. Mais ici, les tuteurs n'étaient pas d'accord sur le fait que leur fils était souffrant psychologiquement. Vous avez interné la personne et même dans l'internat, qu'est-ce que vous avez fait? Les gens l'ont obligé à faire une vidéo selon ce que l'avocat de l'artiste Essoe Tchala, alias Amron, a dit. Donc, quelqu'un que vous dites que il est dérangé mentalement et vous l'internez et là, vous l'obligez à faire une vidéo selon les déclarations de son avocat. Dans les normes, juste après cette vidéo-là, la personne devait être relaxée parce que quelqu'un qui est dérangé mentalement ne pouvait pas avoir la présence d'esprit de présenter des excuses et agencer des mots normalement. Mais lui, il a eu à le faire, donc dans les normes, on devait le relaxer. Ça n'a pas été fait, on l'a encore gardé pendant des jours et des jours. Donc là, je constate que c'est une violation des droits de l'artiste. Mais le ministre s'est prononcé là-dessus. Mais je dis que c'est un lapsus. Peut-être qu'il va revenir là-dessus par après. Je lui accorde le bénéfice du doute. Le ministre Bahoré est un ministre depuis plusieurs années déjà. Oui. Il est rodé dans les communications politiques. Je ne pense pas qu'il puisse faire de lapsus comme cela. Ça, c'est moi qui le dis. Je lui accorde quand même ce bénéfice du doute là parce que moi, je me dis, dans les normes, si le ministre Bahoré, peut-être, il est avec son enfant à la maison, son enfant a eu à faire des vidéos peut-être sur les réseaux sociaux, et puis par après, il voit tout un armada débarquer chez lui à la maison.
on prend son enfant, on va l'interner dans un asile psychiatrique, disant que bon, son fils est souffrant. Est-ce que lui, en tant que parent, est-ce qu'il va accepter? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que lui-même, il n'avait pas constaté le fait que bon, son enfant soit souffrant à la maison. Vous voyez un peu? Mais dans les normes, moi, si je suis avec mon enfant à la maison, s'il est souffrant, c'est à moi de savoir. C'est à moi de donner mon autorisation pour que bon, on puisse aller l'interner quelque part pour guérison. Mais ça n'a pas été fait. Donc, à un moment donné, je pense que le ministre a été pris de court dans cette histoire-là. Peut-être qu'il n'a pas essayé de rentrer dans les fonds de cette affaire pour pouvoir savoir réellement ce qui s'est passé. C'est là où je voulais en venir. En tant qu'un vieux routier de la chose politique au Togo, je doute fort que le ministre Bahara se déplace sur une chaîne internationale, parler à l'opinion internationale sans être préparé. D'où ma question, pourquoi a-t-il préféré répondre de cette manière-là? Pourquoi, selon vous, a-t-il préféré porter le manteau de celui qui va faire du déni au lieu d'affronter le sujet? S'il y a pour des excuses qu'il le fasse, et pourquoi, selon vous, il a plutôt préféré répondre comme cela? Écoutez, vous connaissez très bien le ministre Bahara. C'est quelqu'un, peut-être ça va être très difficile pour lui de présenter des excuses. Et ça encore, c'est sur le nom du gouvernement. Parce que quand vous prenez le cas Amron, je suis juste dans le cadre juridique, hein, il n'y a pas de plaignant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement qui a porté plainte contre Amron. Donc, c'est pourquoi je parle d'enlèvement. Moi, les gens disent libération d'Amron. Je ne parle pas de libération. Je me dis, Amron a été ramené chez lui à la maison par ses ravisseurs. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il a été interné. Son avocat a parlé de cas de torture. J'aurais aimé que le ministre se prononce par rapport à ça et dise que bon, peut-être les enquêtes sont en cours pour pouvoir appréhender ou bien savoir réellement s'il y a eu des cas de torture et savoir réellement ce qui s'est passé. Parce que aujourd'hui, Amron et son conseil d'avocats peuvent porter plainte contre l'État togolais et ça va prospérer. Parce que les procédures judiciaires n'ont pas été respectées. Il a été interné contre l'aval de ses parents et donc tuteurs et dans des conditions, on peut dire, qui ne respectent pas les droits de l'homme. Donc, à un moment donné, j'aurais aimé que le ministre se prononce là-dessus et puis fasse amende honorable par rapport à certaines choses qui se sont passées dans le cadre de l'artiste Essor Echala, mais il ne l'a pas fait. Sur le cas de son avocat, Maître Célestin Bourage, je rappelle qu'ils sont deux. Il y a le Togolais Célestin et la Française. Le ministre a remis en cause la crédibilité de l'avocat quid de la Française. Si on suppose que les propos de l'avocat togolais peuvent être remis en cause, je me dis que l'avocat dit avoir travaillé de concert avec sa consoeur française. Donc, ce que l'avocat dit est de concert avec les deux. Est-ce qu'il y aurait manipulation? Non, je ne le pense pas. Maître Célestin Bogan, je lui tire chapeau. C'est un avocat qu'on connaît depuis belle lurette, depuis le collectif Second le Togo et autres là. Il a toujours milité pour la défense des droits de l'homme. Et depuis le début de cette affaire même, l'avocate qui est en France, elle s'était prononcée avec le frère d'Amron par rapport à la situation que traversait l'artiste. Donc, à un moment donné, je ne pense pas que le ministre Bahara soit le mieux placé pour pouvoir répondre du tic au tac à l'avocat, parce que l'avocat, il était dans l'affaire, il était celui-là qui a approché le patient, si je peux le dire ainsi, quand il était interné à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Donc, il connaît le fond du dossier. C'est lui qui faisait les allers-retours entre le procureur qui le renvoyait vers le psychiatre et tout. Donc, à un moment donné, je pense que le ministre Bahara n'est pas le mieux placé. J'aurais aimé que, bon, peut-être, ça soit un avocat de l'État togolais qui se prononce dans le cadre de ce dossier-là, précisément d'Amron, pour qu'on me dise, bon, voilà ce qui s'est passé. Et là, il y aura un équilibre d'échange. Ça, ce sera d'avocat à avocat et non pas de ministre à avocat. Parce que ici, le ministre, c'est un poste politique. Il est en train de défendre sa chapelle politique. Et moi, je pense que, bon,
c'est une grave erreur que de pouvoir se prononcer. Il aurait peut-être brossé l'affaire et puis laissé ça tomber. Mais essayer de répondre à l'avocat, je pense que c'est une erreur qu'il a commis dans la communication et même en tant que politicien. Je pense que ça n'avait pas lieu d'être parce qu'on avait pris quelqu'un de chez lui, on l'a interné, l'avocat a pris attache avec son client, il a pris attache avec le procureur, qu'il a ensuite renvoyé vers le psychiatre et tout. Donc, tout ça là, l'avocat ne peut pas venir après se prononcer sur ce sujet-là et mentir. Même l'avocate qui est en France, elle n'a pas trop communiqué autour de cette affaire-là, surtout après sa première sortie sur France 24, elle ne s'est plus véritablement prononcée par rapport à cette affaire. C'est beaucoup plus celui-là qui était sur le terrain, M. Célestin Bougan, qui s'est prononcé, mais dans la bonne mesure. Il n'était pas trop à fond dans le dossier parce que pour lui, son client n'était pas encore libéré. L'interview qu'il a accordée après la libération et c'était à vous-même qu'il a accordé l'interview là, c'était après la libération de son client et c'est là qu'il a tenté un tant soit peu d'aller au fond du dossier. Donc, je ne pense même pas que l'avocat ait eu à blesser même l'État togolais. Il a essayé de brosser le sujet, de parler juste de l'arrestation, de l'internement de l'artiste et tout, et de la libération. Donc, je pense qu'il a été très professionnel et très patriotique pour ne pas aussi essayer de vendre quand même l'image du Togo très moins cher à l'étranger. Parfait. Nous allons continuer toujours avec les propos du ministre. Il a fait mention de l'ingérence d'une main étrangère depuis belle lurette, depuis quelques temps déjà. On entend parler d'une forme de manipulation des gens. Mais ce qui m'a peut-être un peu surpris, et vous êtes là pour me répondre, c'est que le ministre a fait un rappel de ces mains obscures-là, de ces forces obscures, pour employer ce terme-là, qui seraient en train d'intervenir depuis 2010, avec le crack, juste après l'élection de 2010, puis, selon le Togo, puis le 6 septembre 2017 avec l'événement de Tika Tchalam. Pensez-vous que ce sont des mains obscures qui ne veulent pas que le Togo puisse évoluer, qui ont opéré depuis 2010 jusqu'à 2017, ou bien c'est une opposition qui se manifestait? Je me suis perdu à un moment donné quand je le suivais. Écoutez, c'est le ministre Bara, je vais encore le dire, nous connaissons très bien. Et en matière de communication politique, il a sa spécialité. Vous voyez un peu, il a sa spécialité. Ce qu'il a dit, peut-être que quelqu'un d'autre va venir sur les médias et dire quelque chose d'autre. Et dire que bon, ce sont toujours des mains noires qui sont derrière, je dirais que c'est faire insulte quand même à l'intelligence des Togolais. Parce que quand un peuple est en train de réclamer quelque chose, en tant que dirigeant, on s'attaque beaucoup plus aux réclamations de la population. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faille faire. Je ne pense pas que derrière un collectif comme le FRAC, entre-temps dirigé par M. Jean-Pierre Fabre, qu'il y ait des mains noires derrière. Je ne suis pas sûr, parce que M. Jean-Pierre Fabre, il était dans la politique depuis, bien avant l'arrivée de M. Gilbert Bahora sur la chaîne politique. M. Gilbert Bahora est arrivé vers 2005 et autres là. Alors que M. Jean-Pierre Fabre, depuis son jeune âge, depuis 90, il était dans cette affaire. Donc on ne peut pas me dire que c'est M. Jean-Pierre Fabre se faisait manipuler par des mains noires. Et collectif Sauvons le Togo, avec un éminent avocat comme Maître Zessa Javon, professeur Oulou et autres, des têtes bien pensantes, je ne suis pas sûr qu'il y aurait des mains noires derrière pour manipuler ces grands hommes-là. Parce que ce sont des gens très bien réfléchis, ce sont des gens qui ont discuté en tête à tête avec le père de la nation, le regretté Nassing Beyadema. Donc, ces gens-là qui connaissaient bien la politique, la sphère politique togolaise, je ne suis pas sûr qu'il y aurait quelqu'un de l'extérieur, ou bien une main noire, qui va dire à ces gens-là, faites ceci et faites cela, et que ces gens-là vont accepter. Donc, à un moment donné, essayons de faire face à la réalité. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on parle de mains noires qui seraient derrière, des mains invisibles. Mais ce que les gens réclament, c'est simple. C'est versé sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait. On parle de la vie chère, du panier de la ménagère qui est vide, de la situation socio-économique qui est difficile. Les gens parlent de l'augmentation du prix de l'électricité à 12,5%. Ce n'est pas encore enlevé, ce n'est pas encore supprimé. Et toutes ces réclamations-là, je ne suis pas sûr que les Togolais
doivent se faire manipuler par quelqu'un pour qu'ils sachent qu'ils ont faim. Si j'ai faim, je n'ai pas besoin que quelqu'un derrière vienne me dire que non, monsieur, tu as faim, avant que je me réveille. Ah, j'ai faim. Non. Quand on est parent, quand on est dans une maison, si ma fille, si mon fils me dit « Papa, j'ai faim », est-ce que je vais aller chercher dehors qui a dit à cet enfant-là qu'il a faim? Non, je m'attaque à la famine. Donc, à un moment donné, essayons de quitter ce débat-là parce que pour moi, c'est stérile en fait. On doit quitter ça. On est en 2025 et à un moment donné, il faut se dire que bon, les populations sont en train de réclamer quelque chose. Peut-être que le ministre Bahara va dire que c'est la manière. La main noire, la main obscure serait peut-être la manière agressive. On a tous vu, je ne veux pas le cacher, les influenceurs qui ont lancé ce modèle-là oui. Faire mention de mots un peu sévères. Il faut jeter les caca sur les gens, il faut faire ci, il faut faire cela. Peut-être que c'est de ça qu'il parlait. Mais écoutez, ces gens-là, les influenceurs, comme le dit, les internautes et autres, ce sont des gens qui n'ont pas la culture politique. Et n'oublions pas que ces mêmes gens, certains parmi eux, ont eu à battre campagne même pour le régime. En 2010, 2015, c'était les mêmes jeunes qui avaient battu campagne pour le régime. En ce moment-là, ce n'était pas des manipulés. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, si ces gens-là se retournent contre le régime en place en réclamant des choses, la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir, bon, ces gens-là sont encore réclamés. Et moi, j'attendais beaucoup plus de la sortie du ministre Bahara, de grandes annonces. Des annonces comme quoi nous allons faire ci, nous allons faire ça pour pouvoir soulager le peuple et tout. Mais aujourd'hui, dire que ce sont des gens qui sont manipulés, ceux-là qui font des annonces sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, ce sont des Togolais. On va me dire qu'ils sont à l'étranger, ils sont en train de pousser les jeunes à sortir et autres. Je dis non. Non. Parce que ce sont des Togolais, ils participent à l'essor économique de notre pays. En 2024, ce sont des gens qui ont envoyé plus de 630 millions de dollars au Togo. Ça veut dire qu'ils soutiennent considérablement le développement socio-économique du pays. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des gens marginalisés. Encore que, quand vous voyez parmi les manifestants, il y a des sages-femmes, il y a des médecins, il y a des hommes d'affaires, il y a même des étudiants. Est-ce que ces gens-là, on va dire que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas? Non et non. Ce sont des gens qui savent réellement ce qui se passe au pays, qui se disent on peut avoir de meilleures conditions et encore que cette jeunesse d'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans la comparaison. Les jeunes se comparent aux jeunes du Ghana, aux jeunes du Bénin, aux jeunes du Burkina. On compare les prix peut-être du gaz butane au Togo à des pays enclavés. On compare le prix de la communication du Togo aux autres pays de la sous-région. Et là, les gens se disent, ben, comment se fait-il que nos revenus sont stagnants et que on est dans une certaine mesure, peut-être dans une inflation à chaque moment. Sur le marché, les prix des denrées de première nécessité, ça augmente toujours. Ben, on n'arrive pas à s'en sortir. Le prix du loyer, ça augmente toujours, malgré que le fait que la législature précédente a eu à voter une loi comme quoi, bon, voilà le nombre de mois de caution que vous devez payer désormais, mais ça n'a jamais été appliqué. Donc, il faut s'attaquer aux réels problèmes de la population au lieu de dire que, bon, voilà, les populations sont manipulées. Les populations ne sont pas manipulées. Ce sont les mêmes populations qui ont voté pour vous. Donc, aujourd'hui, quand les mêmes populations réclament des choses, vous allez dire qu'elles sont manipulées. Je dis non. Quand on parle de comparaison entre le Togo et le Bénin juste à côté, oui. Je pense que le ministre Bahara l'a un peu briefé. Oui. Elle disait que le Bénin et le Togo ne viennent pas du même passé proche, en faisant cas du Togo qui a connu des crises. Mais je pense que la dernière crise, oui. Que le Togo a connue, ça date de 2017. Oui. Talon est venu au pouvoir en 2016. Donc, si c'est juste un an d'intervalle, mais on voit ce que Talon a réalisé peut-être au Bénin, est-ce qu'on peut justifier le retard du Togo par rapport au Bénin à cause des crises que nous avons connues? Je pense à cause de la crise de 2017, quand Francis Oué est venu au pouvoir depuis 2005. Oui. Il a connu une crise en 2005 qui a été vite réparée. De 2005 à 2025, ça fait déjà 20 ans. 20 ans.
peut-on quand même attribuer, je dirais, entre griffes, l'échec du développement du Togo au regard du Bénin à cause de cette crise-là? Écoutez, j'aime comparer le bilan des chefs d'État. J'aime pas trop le faire parce que bon, chacun a sa réalité. Mais écoutez, il faut toujours apprendre de l'autre, ce qui est meilleur d'ailleurs. Et je pense, même le ministre Doussé a eu à le dire, il a félicité le président Talon pour le travail qu'il a battu à la tête du Bénin. Et le président Talon a eu à dire que ce qu'il n'a pas eu à faire pendant 10 ans, ce n'est pas en 3 mois qu'il va le faire. Et que si, même si les Béninois lui demandent de partir 3 mois avant la fin de son mandat, qu'il va partir volontiers. Parce que bon, ce qu'il n'a pas eu à faire pendant 10 ans, ce n'est pas en 3 mois qu'il va le faire. Donc, tout est question de volonté politique. Tout est question de volonté politique. Et si on n'a pas eu à le faire, il ne faut pas se cacher derrière des trucs comme quoi il y a eu des crises et autres. Heureusement, chez nous, on a eu une opposition assez responsable, je vais le dire, parce que notre opposition n'a jamais été assez véhémente. C'est une opposition qui a toujours accepté aller à la table de discussion. Maintenant, l'application des décisions ou bien des clauses qui sortent de ces cadres de discussion-là, c'est ça qui pose problème. Je vous dis que jusque-là, le livre blanc sorti par Feu Monseigneur Bariga n'a pas encore été appliqué. Vous voyez un peu, on a toujours eu à adopter de très bons tests et on a toujours eu de très bonnes conclusions. Le Togo a eu plus d'une trentaine de dialogues. Hein. Ça veut dire que les acteurs politiques sont assez compréhensibles et savent très bien que pour résoudre les problèmes, il faut passer par le dialogue. On a connu une crise très compliquée en 2005, mais ça s'est réglé autour d'une table de discussion. Santé Gidio, Abidjan et autres, le problème s'était résorbé. C'était une crise de, bon, peut-être quelques mois, c'est fini. Ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire qui a connu 2 ans, 5 ans, 10 ans de conflit. Mais aujourd'hui, vous rentrez à Abidjan, les endroits que vous connaissiez entre-temps, Plateau et autres, là, vous n'allez plus les reconnaître. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites, les populations, ou bien ceux-là qui sont venus au pouvoir, ils ont eu à travailler. Même Gbagbo, en temps de crise, il a eu véritablement à bosser. C'est lui qui a élaborer le plan aujourd'hui de développement que exécute Alassane Ouattara. L'État est une continuité. Maintenant, nous, on a connu une crise en 2017 qui a fait peut-être 3-4 mois et après, ça s'est résorbé par le biais de dialogue aussi avec Alpha Condé, Nana Akufo-Addo du côté du Ghana et autres là. Et bon, c'est vrai que l'opposition par après s'était éclatée, mais on peut dire que cette crise-là n'a pas véritablement entaché au processus de développement du pays. Donc, si 2017, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est resté sur place, ce n'est pas la faute aux crises qu'on a connues. On avait connu la rupture de la coopération avec les institutions de Bretton Woods entre-temps, mais on a eu à survécu. On a eu à suivre plutôt. Donc aujourd'hui, si on revient sur cette lancée-là, disant que non, voilà, on a connu des crises et autres, le Bénin aussi a connu des crises. 90, le Bénin avait amorcé sa conférence nationale souveraine bien avant le Togo. Après, Kérékou était venu et tout. Mais le Bénin n'avait pas connu une véritable ascension au niveau du développement. C'est après l'arrivée de Patrice Talon qu'on a compris que véritablement il y a quelque chose qui est en train de se faire au Bénin. Lors de son premier mandat, on a vu que bon, le monsieur il a lutté contre la corruption, la gabegie, beaucoup d'autres choses. Beaucoup de personnes voyaient que bon, il était en train d'écarter certaines personnes parce que bon, ce sont ces mêmes personnes-là. Je n'en veux pour preuve que le cas de Sébastien Adjavon, qu'il avait supporté à devenir président. Mais les gens pensaient que bon, il les écartait tout simplement parce que le monsieur voulait briguer 3 mandats à la tête du Bénin et autres là. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que le monsieur, il luttait véritablement contre la corruption, le blanchiment d'argent, parce que ce sont des choses qui ne permettaient pas au pays de se développer. Et en plus, les Béninois étaient habitués beaucoup plus à une sorte d'argent facile. Ils voulaient un peuple travailleur, un peuple qui s'accrochait beaucoup plus au travail et gagnait son argent par le fruit de ses labeurs. Donc aujourd'hui, Patrice Talon a mis quelque chose aujourd'hui au Bénin et celui-là qui va venir, Talon a tellement mis la barre tellement haute que celui-là qui va venir sera obligé de faire mieux. Mais ici au Togo, il ne faut pas se cacher derrière le fait des crises. Acceptons qu'on est en retard et travaillons beaucoup plus à améliorer notre condition de vie. Parfait. Touchons maintenant à la dernière partie de notre émission. Parlons
du gouvernement qui tarde. Nous sommes entrés dans une nouvelle république depuis déjà peu. Faure Gnassingbé a prêté serment le 3 mai passé pour devenir notre nouveau PC, président du Conseil. Et on espérait que le gouvernement allait sortir très rapidement. Sur ce côté aussi, le ministre Barra a un peu essayé de se défendre. Mais selon vous, pourquoi est-ce que depuis plus de 50 jours, Faure Gnassingbé tarde à contre un gouvernement? Moi, c'est inexplicable selon moi. Inexplicable dans ce sens que aujourd'hui, c'est lui, on peut le dire, c'est lui le Premier ministre, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de former directement le gouvernement. Avant, c'était beaucoup plus le Premier ministre qui formait son gouvernement ou bien choisissait les personnes qui devaient composer son gouvernement et le soumettait au président de la République qui était son excellent Faure Gnassingbé. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui a la baguette, c'est à lui de choisir celui-là, il doit être mon ministre, ainsi de suite, c'est lui qui doit former son gouvernement. Mais bizarrement, depuis le 3 mai jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été formé. Et ça aussi, c'est une violation de la nouvelle constitution. Parce que la transition a prévu 12 mois pour faire mettre en place toutes les institutions de la nouvelle République. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les institutions ne sont pas encore mises en place. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a la présidence de la République et il y a la présidence du Conseil. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore le gouvernement. C'est une institution. On n'a pas encore la nouvelle HAC, puisque la HAC a changé aussi bien dans son attribution que dans ses prérogatives, dans sa domination et tout. La nouvelle HAC+IA, ça n'a pas encore changé. Il y a beaucoup d'autres institutions qui n'ont pas été constituées jusqu'à ce jour. Donc, ça constitue une violation quand même de la nouvelle constitution. Maintenant, revenons au cas de la non-formation du gouvernement. On l'a vu au Gabon, dans d'autres pays, où juste après la prestation du serment du chef de l'État, le gouvernement sort en même temps. C'est ce qui est normal. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que le pays n'est pas au ralenti. Le pays est au ralenti, il y a certains documents qui ne sont pas encore signés. Les ministres ne peuvent pas conduire de véritables projets de développement. Et je peux dire même qu'on n'a plus de gouvernement. Parce qu'avant, on était dans un régime où il y avait un Premier ministre. Et c'était le Premier ministre qui était la tête du gouvernement. Aujourd'hui, on n'a plus de Premier ministre. La Première ministre, Mme Victoire Daubé, elle a démissionné. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un nouveau régime. Nous sommes dans un système parlementaire et c'est le président du Conseil qui est chargé de former le gouvernement. Du coup, les anciens ministres ne peuvent pas se retrouver de facto devant ou bien sous la responsabilité du président du Conseil parce que c'est tout un autre système. Donc aujourd'hui, on peut dire que la seule personne qui est en train de diriger le pays, c'est le président du Conseil. Il n'a pas de gouvernement et le Togo n'a pas de gouvernement. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu, je dirais un peu triste. Comment l'expliquer? Est-ce qu'un choix? Ça ne peut pas être un choix. Du temps. Il y a un adage en effet qui dit que si ta femme tarde dans la cuisine, c'est pour te faire un bon mets. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de question de foyer. On parle de la gestion d'un État. Tu prends ce temps pour bien faire? Oh, non. Tu viens de parler de la comparaison avec le Bénin. Donc, du coup, on sait qu'on est en retard. Et aujourd'hui, les populations ont besoin de réponses. Les populations ont besoin de quelqu'un qui va être devant eux par rapport à leurs préoccupations. Mais on n'a pas ces personnes-là. On va s'adresser à qui aujourd'hui? Les actes qu'on est en train de pondre de gauche à droite, celle-ci, elle est secrétaire de la présidente du Conseil, on n'a jamais vu de décret. Celui-là... Vous parlez de Mme Sandra... Oui, on n'a pas vu de décret. Tu ne peux pas être hier secrétaire de la présidence de la République et devenir de facto secrétaire de la présidence du Conseil. C'est deux institutions diamétralement opposées, bon, très distinctes. Donc, à un moment donné, je me dis, on doit faire les choses légalement dans les normes. Parce que nous sommes à une ère où tout le monde voit clair. Et quand tu commets une erreur, ben, ça va se sentir. Tout le monde va le voir. Donc, moi, j'aurais aimé que... Je m'attendais d'ailleurs que, bon, peut-être après le 3 mai, le gouvernement va sortir 4 mai, 5 mai. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus d'un mois après,
que nous sommes en juin. Juin est en train de finir. Plus d'un mois, on n'a pas encore de gouvernement. Qui va prendre les responsabilités de répondre aux préoccupations de la population? On a besoin de réponses. Aujourd'hui, le ministre Bahara s'est exprimé, mais je me dis, il n'est plus ministre. Parce qu'on n'a plus de gouvernement. Le gouvernement qu'on avait, c'était sous Madame Dobé et c'était sous la 4e République. Aujourd'hui, on est dans la 5e République. Qui est son chef? Vous aurez aimé que François parle? J'aurais aimé que lui-même, il se prononce sur la situation actuelle. Sauf qu'il ne parle pas. On ne peut pas être un père, ne pas parler à sa famille. C'est ça, nature, comme on le dit souvent. Non. La nature, ma tante maternelle me dit toujours, la nature ne te mènera pas au paradis. Il faut changer de paradigme. Donc, à un moment donné, quand tu diriges un pays, il faut se prononcer. Moi, j'aime écouter le président Faure Zinana Singbe. À chaque moment, quand il parle et autres, j'aime l'écouter. Sa voix, pour moi, est assez audible. Mais quand il voit souvent des gens parler en son nom, ou bien... Parce que quand un ministre parle, ça veut dire qu'il a l'aval de son chef. Vous voyez, donc ce qu'on a écouté aujourd'hui, c'était la voix du président du Conseil. C'est ça que le président du Conseil pense et parle pour le Togolais. Sauf que quand le président du Conseil lui-même va parler, parce que lui, c'est lui qui a la plénitude du pouvoir, il va dire des choses que l'envoyé ne peut pas dire. L'envoyé, il va marcher sur des œufs, puisqu'il n'a pas reçu toutes les instructions possibles. Donc, à un moment donné, je me dis que lui-même, en tant que dirigeant, il doit se présenter devant les médias, parler à la population, dire « Bon, je vous écoute ». Le Togolais, il est très simple. Hein? Il suffit juste de lui parler, de lui dire « Je suis attentif à vos revendications. Dans très peu de temps, vous aurez telle solution. Je vais prendre telle décision. » C'est simple. Et le Togolais, il va s'apaiser. C'est un peu très calme. Mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, les gens sont frustrés parce que le chef ne parle pas. On minimise leurs revendications. Et qui plus est, on les traite de manipulés. Ça veut dire, on vous dit, vous n'êtes pas assez capable de bien réfléchir par vous-même. Et ça frustre. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous avez bien fait le résumé de ce que pense l'exécutif résumé, comme vous le dites aujourd'hui, à Faure Singbe, le président du Conseil, aux Togolais qui peut-être ne sont pas assez mûrs pour réfléchir par eux-mêmes, sont manipulés. Ils ont des besoins qu'ils expriment, parfois même en larmes sur les réseaux sociaux. On l'a vu déjà. Le ministre Bahara a préféré le déni. Il y a eu le cas Amron. Le ministre Bahara a préféré que c'est un cas isolé. Peut-être qu'il n'était pas important de traiter de manière juridique. Leur appréciation, leur lecture de la chose publique, sociale au Togo est aux antipodes de celle de la lecture que fait le Togo lambda. Mais nous sommes dans un état où il faut quand même aller vers l'avant. Nous sommes un média sérieux. Selon vous, comment sortir du gouffre? Comment recréer, selon vous, le dialogue sincère entre le gouvernement et le peuple togolais que moi je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Comment recréer ce dialogue-là et quand même faire avancer le pays? Parce qu'on ne va pas rester là. Oui. Premièrement, il faut se dire que c'est au gouvernement de faire le pas. Parce qu'ils sont en train de diriger un pays et en tant que dirigeant, vous êtes aussi des serviteurs. Il faut se mettre dans la peau de serviteur et se dire que voilà, mon chef est en train de réclamer quelque chose, je dois répondre favorablement aux besoins de la population. Même si tu ne peux pas apporter de solution directement à la population, la manière de communiquer, ça doit se sentir au sein de la population que bon voilà, celui-là, il nous écoute et il prête attention à nos revendications. On va lui donner du temps pour qu'il fasse ses preuves. Vous voyez un peu? Donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est l'indifférence des dirigeants, le fait de ne pas parler, de prendre des communiqués à chaque moment pour moi, menacer la population par rapport aux manifestations. Parce que si les gens acceptent de manipuler, de manifester, de sortir, malgré le fait qu'ils savent très bien qu'il y a la loi qui peut leur être retournée, ça veut dire que la situation est assez grave. Donc,
il faut prendre la mesure de la chose, accepter quand même qu'il y a problème et essayer de résoudre. Maintenant, ce n'est plus la même configuration quand il y avait des leaders de l'opposition avec qui on peut discuter. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un mouvement disparate. Les gens sortent de gauche à droite et ceux-là qui peuvent être des interlocuteurs ne sont pas au pays. Ce sont des gens qui sont à l'étranger. Donc, comment aujourd'hui engager une discussion? Ça doit passer par des actes qu'on pose. Les actes, je vous écoute. Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai pris telle décision, j'ai pris telle décision, j'ai pris telle décision. Ou bien la communication. Prendre des communiqués, venir devant des médias. Bon, voilà, il y a eu des revendications de la population, il y a eu telle chose. Je prends la responsabilité sur moi et je sais ce qui est en train de se passer. On va faire en sorte que tout puisse aller dans les normes. Donnez-nous un peu de temps. On va travailler pour le bonheur de la population. Et ça, quand le peuple va écouter ça, il va se dire, bon, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va donner un laps de temps à ce gouvernement-là pour voir réellement ce qui se passe. Mais si le chef ne parle pas, si le gouvernement ne parle pas, si les autorités ne parlent pas, les gens se sentiront frustrés, discriminés, marginalisés. Et ça, ce n'est pas du tout bien pour une nation, d'autant plus que nous pensons toujours à l'idée de concorde nationale, de paix et autres. Il faut dire aussi que le Togo a régressé dans le classement de l'indice de paix mondial. Le Togo a régressé de 7 rangs et aujourd'hui occupe la 37e place. Donc ça veut dire que la situation actuelle ne plaide pas en notre faveur, quand on sait très bien que le président du Conseil est médiateur dans plusieurs crises sous-régionales et même sur le plan africain. Nous avions heureusement un président de la République qui, selon ses attributions, doit assurer l'harmonie dans le pays, doit assurer le vivre ensemble. Peut-être qu'on va finir avec cela. Depuis son élection, il est silencieux, il n'a jamais prononcé un seul mot, ni lui, ni le président du Conseil. En cette période aujourd'hui où le pays n'est pas sur un bon pied, ne danse pas sur un bon pied, on aurait même peut-être voulu que le président de la République, au moins, puisse parler. Bon, le président de la République, lui, il a pris fonction depuis le 3 mai, tout comme le président du Conseil. Depuis lors, on ne l'a plus entendu. C'est vrai, moi, j'ai eu assisté à son arrivée dans son village, Natala Tové et autres. Bon, après, on n'a plus de ces nouvelles. Aujourd'hui, certaines personnes disent que bon, il est à Paris et autres. Mais lui, je ne lui en tiens pas véritablement rigueur. Parce que, bon, la Constitution ne lui donne pas véritablement de prérogatives. C'est vrai qu'il est le chef de l'État, symbole de l'unité nationale. Symbole de l'unité nationale, certes, mais est-ce qu'on lui donne la lassitude de pouvoir véritablement implémenter ce rôle-là? Qui va lui donner? La Constitution est déjà claire dessus. Ben, déjà, est-ce qu'il a un bureau? Est-ce qu'il a un palais pour travailler? Où se trouve la présidente de la République aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je peux me dire, je ne lui en tiens pas rigueur parce que c'est quelqu'un, premièrement, il n'a pas assez de prérogatives. C'est vrai, c'est écrit comme ça. Président de la République, symbole de l'unité nationale. Mais jusque-là, c'est à certains de lui faire le rapport. Monsieur le Président de la République, il y a problème. Intervenez puisque nous, on n'arrive pas véritablement à résoudre le problème. Parce que quoi? Le président du Conseil, il est le chef du gouvernement. Donc quand il y aura problème entre le gouvernement et le peuple togolais, c'est là maintenant qu'interviendra le président de la République comme le troisième larron. Vous voyez? Mais ici, on n'a pas encore de gouvernement. Le gouvernement même par, bon, le ministre Bahara ne reconnaît même pas encore qu'il y a problème dans le pays. Le président de la République ne peut pas intervenir. Monsieur Gabin Adjaro, merci d'avoir répondu à cette invitation, merci d'avoir répondu à toutes les questions. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que l'exécutif et le gouvernement sortant, le ministre Bahara, le président de la République, le président du Conseil, nous espérons qu'ils ont écouté et qu'ils sauront prendre la mesure des choses. Ah oui, c'est tout ce que nous souhaitons. Encore une fois, nous sommes des citoyens comme tout autre. On se prononce sur l'actualité. Ce sont nos, je me dis, ce sont nos papas après tout. On leur adresse
quand même nos récriminations, nos reproches et autres. C'est à eux de tirer ce qui est bon pour la population et d'oublier ce qui est mauvais de ce qu'on a eu à dire. Gabin, merci. Je vous en prie.